Je m'appelle Joseph Ferrand. J'ai 80 ans. J'ai passé une grande partie de ma vie à croire que si ma génération travaillait dur, restait sérieuse et avançait année après année, la plupart d'entre nous seraient en sécurité une fois vieux. Je croyais que la retraite serait simple. Je croyais que les règles étaient claires. Je croyais qu'après des décennies de travail, la plupart d'entre nous arriveraient au bout du chemin avec une base solide sous les pieds. J'avais tort. Il se passe quelque chose de terrible pour les boomers, et je ne peux plus me taire. J'ai vu des gens de mon âge arriver à la ligne d'arrivée et découvrir qu'il n'y avait rien de stable sous eux. J'ai vu la fierté devenir de la peur. J'ai vu des gens honnêtes repousser leur retraite, perdre leur santé, perdre leur logement, puis cacher leur honte derrière un sourire. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Ce n'est pas arrivé seulement parce qu'une ou deux personnes ont fait de mauvais choix. C'est arrivé parce que toute la base a changé pendant que beaucoup d'entre nous étaient encore debout dessus. Je sais que cela semble fort, mais laissez-moi vous expliquer. Je parle de la promesse brisée de la retraite, et je veux vous raconter comment j'ai fini par le comprendre, à quel point beaucoup d'entre nous ont frôlé le désastre, et ce que je crois encore possible avant qu'il ne soit trop tard. J'ai grandi avec une idée très simple dans la tête. Je pensais que la retraite reposait sur 3 appuis. Je n'utilisais pas de mots compliqués à l'époque. Je croyais seulement qu'après 40 années de travail, j'aurais mes économies, une aide publique et une pension liée à mon emploi. Vous voyez, cette image me semblait normale. Elle me semblait solide. Elle me semblait stable. Comme un tabouret à 3 pieds. Si un pied bougeait un peu, les 2 autres tenaient encore l'ensemble. Honnêtement, cette idée est restée dans mon esprit pendant des années, sans que je la remette vraiment en question. J'ai travaillé pendant des décennies dans les bibliothèques. J'ai lu, j'ai écouté. J'ai observé les familles changer. J'ai observé les quartiers changer. J'ai observé des travailleurs entrer fatigués et repartir inquiets. J'ai aussi vu ma propre génération vieillir. Pendant longtemps, je me suis dit que nous avions eu de la chance à bien des égards. J'ai vécu des années où le monde semblait plus stable que celui qu'avaient connu mes parents. J'ai vu les marchés monter, j'ai vu l'immobilier grimper. J'ai vu beaucoup de gens supposer que le simple passage du temps finirait par leur donner de la sécurité. Moi aussi, je l'ai cru en partie. Puis j'ai commencé à remarquer de petites choses qui ne collaient pas avec cette histoire. J'entendais de plus en plus de gens dire qu'ils n'avaient pas de pension. J'entendais de plus en plus de gens dire qu'ils avaient emprunté sur leur avenir. J'entendais de plus en plus de gens dire qu'ils travailleraient juste quelques années de plus et que tout irait bien ensuite. Je l'ai entendu si souvent que cela a presque fini par sonner rassurant. Mais je ne le savais pas à l'époque, et beaucoup d'entre nous ne le savaient pas non plus. Le premier pied du tabouret avait déjà disparu pour des millions de personnes. C'est là que les ennuis commencent vraiment. La plupart des gens de mon âge n'ont pas de pension privée. J'en connais quelques-uns qui en ont une. Surtout chez ceux qui ont travaillé pour l'État, dans les universités ou dans certains secteurs de la santé. Je sais que j'ai eu de la chance d'avoir un cadre plus structuré que beaucoup d'autres. Mais la majorité des boomers n'a pas ce genre de base. La majorité des gens aujourd'hui non plus. Alors le tabouret à 3 pieds est devenu un tabouret à 2 pieds. Et un tabouret à 2 pieds peut basculer très vite. Une fois cela compris, j'ai regardé de plus près l'épargne. Ce que j'ai vu m'a secoué. Presque la moitié des Américains n'avaient rien d'épargné pour la retraite. Rien. Pas assez. Rien. Et la plupart avaient moins de 100 000 $ de côté. Je suis resté longtemps avec ce chiffre dans la tête. J'ai essayé de l'adoucir. J'ai essayé de me dire qu'il devait bien exister une autre forme de soutien caché quelque part. Mais la vérité restait la même. Le pied de l'épargne était trop faible pour beaucoup trop de monde. Vous savez ce qui m'a le plus surpris ? J'ai passé ma vie entouré de travailleurs ordinaires, de gens prudents, de gens corrects, de gens qui n'avaient pas l'air irresponsables du tout. Et pourtant, tant d'entre eux arrivaient à un âge avancé sans avoir assez de côté. Cela m'a forcé à admettre quelque chose d'inconfortable. Ce n'était pas seulement une question de discipline, c'était aussi une question de salaire, de logement, de charges familiales, de frais médicaux, de licenciements, de divorce, de mauvais timing, et de longues années passées à croire qu'il y aurait toujours plus de temps plus tard. Et cela m'amène à la partie qui me fait encore mal quand je la dis à voix haute. J'ai commencé à voir plus de personnes âgées au bord du sans-abrisme. Certaines y étaient déjà. Certaines n'étaient qu'à une facture médicale près.
Certaines n'étaient qu'à une hausse de loyer près. Certaines n'étaient qu'à une perte d'emploi près. Les plus de 50 ans devenaient le groupe de sans-abri qui augmentait le plus vite. Je me souviens d'être resté assis avec cette idée et d'avoir eu mal au ventre. Je me suis dit, comment est-ce possible? Comment des gens peuvent-ils travailler toute leur vie et finir là? Laissez-moi vous expliquer comment j'ai commencé à le comprendre. Beaucoup de personnes préparent leur retraite comme si elles allaient choisir elles-mêmes le jour où elles arrêteraient de travailler. Dit comme ça, cela semble raisonnable quand on a 50 ans. Cela semble encore raisonnable quand on en a 60. Moi aussi, je pensais comme ça. Je croyais que l'effort déciderait du moment. Je croyais que la planification déciderait du moment. Je croyais que l'âge déciderait du moment. Mais presque 40% des retraités disent avoir arrêté de travailler plus tôt qu'ils ne l'auraient voulu. Et cela change tout. J'ai vu comment cela arrive. J'ai vu des personnes mises dehors après un licenciement et ne jamais retrouver leur équilibre. J'ai vu des travailleurs solides perdre leur santé et comprendre que le corps avait pris une décision que l'esprit n'était pas prêt à accepter. J'ai vu des gens quitter leur emploi pour s'occuper de parents âgés. J'ai vu le devoir familial bouleverser une vie en quelques semaines. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Beaucoup de plans de retraite ne tiennent que sur le papier, à condition que rien ne se passe mal. Or, dans la vraie vie, il se passe presque toujours quelque chose. Les frais de santé aggravent encore tout cela. Une seule urgence peut détruire des années d'efforts. Presque la moitié des Américains disent qu'ils ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de 1 000 $. Je veux m'arrêter un instant là-dessus, parce que ce chiffre compte. Lorsqu'une personne n'a pas de fonds d'urgence, chaque surprise devient une menace. Une voiture en panne, une chute, une ordonnance, une réparation, des frais juridiques, un voyage pour un enterrement. Ces choses-là n'attendent pas poliment qu'on soit prêt. Je sais que certaines personnes entendent cela et pensent que je parle seulement des comptes-retraites. Ce n'est pas le cas. Je parle aussi de valeur nette, c'est-à-dire de tout ce que je possède, moins tout ce que je dois. J'ai dû apprendre à regarder l'ensemble, pas seulement un relevé de compte. Pour beaucoup de gens, la maison est l'actif principal. La voiture compte aussi. Puis, de l'autre côté, il y a les dettes. Prêt immobilier, crédit auto, carte de crédit, prêt étudiant, tout cela. J'ai appris qu'une personne peut sembler stable de l'extérieur et pourtant être très fragile en dessous. Quand j'ai regardé la valeur nette des ménages selon l'âge, j'ai vu une autre vérité difficile. Les personnes entre la fin de la cinquantaine et le début de la soixantaine avaient souvent autour de 365 000 $ de patrimoine médian. Les personnes entre le milieu de la soixantaine et le début de la soixante-dizaine tournaient autour de 410 000. Cela incluait la maison, cela incluait tout le ménage. Au premier regard, certains entendent cela et se disent « cela paraît beaucoup ». Honnêtement, je comprends cette réaction. Mais ensuite, j'ai posé la question que j'essayais d'éviter. Est-ce suffisant? Pour beaucoup de gens, non. Pas quand la retraite peut durer 20 ou 30 ans. Pas quand les coûts continuent de monter. Pas quand une maison vaut quelque chose sur le papier, mais demande toujours de l'entretien, des impôts, une assurance, des réparations. Pas quand cette richesse n'est pas de l'argent disponible. Pas quand la dette est encore là. Je ne le savais pas à l'époque, mais des chiffres peuvent sembler plus grands que la vie réelle qu'ils doivent soutenir. Il reste alors le dernier pied, la sécurité sociale. Pour beaucoup de retraités, c'est la première source de revenus. Je sais à quel point elle est importante. Je ne la mépriserai jamais. Je la respecte profondément parce que pour beaucoup de personnes, elle fait la différence entre manger et ne pas manger, entre garder un toit et tout perdre. Mais je sais aussi qu'elle n'a jamais été conçue pour porter tout le poids à elle seule. Le versement mensuel moyen tourne autour de 2 000 $, selon l'âge et le moment où l'on commence à la toucher. Si l'on demande tôt, on reçoit moins. Si l'on attend, on reçoit plus. Je comprends pourquoi certains attendent quand ils le peuvent. Je comprends aussi pourquoi beaucoup ne le peuvent pas. Les factures ne s'arrêtent pas gentiment pendant qu'une personne essaie d'obtenir un meilleur montant plus tard. La vie ne laisse pas toujours la place à un timing parfait. Et voici la partie qui m'inquiète encore davantage. Le fonds qui aide à soutenir la sécurité sociale est sous pression. Les cotisations actuelles ne couvrent pas entièrement ce qui est versé.
Les excédents du passé ont comblé l'écart, mais ce coussin doit diminuer. La première fois que j'ai vraiment compris cela, j'ai senti un grand silence se faire dans ma tête. J'ai pensé à tous ceux qui s'appuient déjà très fort sur cette aide, et je me suis demandé ce qui arriverait si ce soutien faiblissait, même un peu. Vous voyez, le retraité moyen dépense environ 50 000 $ par an, soit un peu plus de 4 000 $ par mois. Quand je compare cela au versement mensuel moyen de la sécurité sociale, l'écart saute aux yeux. Cet écart doit être comblé d'une manière ou d'une autre. Par l'épargne, par le travail, par la famille, par une pension si la personne en a une, par la valeur du logement, par une vie plus petite, par un mélange de tout cela. Mais quand les autres pieds sont déjà faibles, cet écart ressemble moins à un calcul qu'à une panique. Je me souviens d'une conversation qui m'est restée. J'étais assis en face d'un vieil ami, autour d'un café, et je voyais bien qu'il essayait de faire comme si tout allait bien. Je lui ai demandé comment se passait sa retraite, et je m'attendais à une réponse simple. À la place, j'ai entendu un long silence. Puis j'ai entendu la vérité. J'ai entendu qu'il comptait travailler encore 3 ans. J'ai entendu que son dos l'avait lâché avant. J'ai entendu que sa femme avait eu besoin de soins au même moment. J'ai entendu que leurs petites économies étaient parties bien plus vite qu'il ne l'avait imaginé. J'ai entendu qu'il avait commencé à chercher des chambres à louer, non pas parce qu'il voulait changer de vie, mais parce qu'il avait peur de ne plus pouvoir garder son logement. Je me souviens encore de la sensation dans mon ventre. Je me souviens encore être rentré chez moi pour revoir mes propres chiffres, alors même que j'avais toujours été prudent. Vous voyez, c'est cela qui m'a changé. J'ai cessé de voir la retraite comme un âge. J'ai commencé à la voir comme un système sous pression. J'ai commencé à poser des questions plus dures. Je me suis demandé combien de temps l'argent devait durer. Je me suis demandé ce qui se passerait si une personne vivait plus longtemps que prévu. Je me suis demandé ce qui arriverait si les marchés baissaient juste après le départ à la retraite. Je me suis demandé ce qui arriverait si un toit fuyait, si un enfant avait besoin d'aide, si les médicaments coûtaient plus cher, si l'inflation grignotait le budget petit à petit. Et voici ce que j'ai appris. J'ai appris que le danger est souvent discret au début. J'ai appris que les ennuis arrivent rarement d'un seul coup. J'ai appris qu'une faiblesse en entraîne une autre. J'ai appris qu'une personne peut se sentir en sécurité une année et se retrouver exposée l'année suivante. Honnêtement, c'est pour cela que je parle aujourd'hui. Je ne veux pas que quelqu'un confonde confort et sécurité. Je ne veux pas que quelqu'un confonde attente et plan. Je veux que chacun comprenne que des corrections faites aujourd'hui peuvent encore protéger la dignité de demain, même quand le système semble moins fiable qu'avant. J'ai passé des heures à me demander ce qu'une personne est censée faire avec ces informations. Je ne crois pas qu'il faille faire peur aux gens puis partir. Alors je me suis posé la même question encore et encore. Qu'est-ce que je peux dire honnêtement qui puisse aider? La réponse n'est pas magique, la réponse n'est pas excitante, mais elle est réelle. Je crois que nous devons faire ce que nous pouvons, en partant de là où nous sommes. Si une personne peut épargner 20%, tant mieux. Si une personne peut épargner 8%, alors 8%, c'est déjà cela. Si une personne commence tard, la réponse n'est pas la honte. La réponse reste l'action. J'ai lu une étude qui comparait 2 vies. Dans l'une, une personne épargnait régulièrement depuis sa jeunesse. Dans l'autre, une personne épargnait beaucoup plus tard, une fois les enfants partis et la maison redevenue calme. L'idée n'était pas de dire qu'épargner tard est facile. L'idée était de montrer que les efforts tardifs comptent encore plus qu'on ne le pense. Cela m'a donné un peu d'espoir. Pas un faux espoir, un vrai espoir. Un espoir mesuré. J'ai toujours cru que la patience comptait, et je le crois encore. Les petits choix réguliers comptent. Les décisions tardives comptent aussi. Les calculs honnêtes comptent. Regarder la réalité en face compte. Et voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Beaucoup de gens s'arrêtent avant même de commencer parce qu'ils pensent avoir déjà trop de retard. J'aimerais pouvoir prendre cette peur par les épaules et lui dire de s'asseoir. J'ai aussi dû remettre en question une autre idée que j'avais portée pendant des années. J'ai grandi dans une culture où vivre seul jusqu'au bout semblait être la meilleure fin possible. Je respecte encore l'indépendance. Je respecte encore la dignité. Mais j'ai appris que vivre ensemble n'est pas un échec.
Dans beaucoup d'endroits du monde, les parents âgés vivent avec leurs enfants, les petits-enfants grandissent près des anciens, et les coûts sont partagés d'une manière qui rend la vie plus légère pour tout le monde. J'ai vu cela fonctionner merveilleusement bien dans mon propre cercle familial. J'ai vu l'aide circuler dans les deux sens. Honnêtement, cette leçon m'a changé. J'ai cessé de voir la vie intergénérationnelle comme une dernière solution triste. J'ai commencé à y voir, dans certains cas, de la sagesse. J'ai commencé à comprendre que notre culture appelle parfois réussite le fait de souffrir seul. Je ne crois plus à cela. Je crois que la sécurité, la présence des autres et le partage des charges peuvent être une bénédiction. Alors voici ma confession. J'ai passé de nombreuses années à croire que la retraite arrivait presque automatiquement pour les gens qui avaient travaillé dur. Je croyais que le système sous nos pieds était plus solide qu'il ne l'était. Je croyais que davantage de gens avaient une pension que ce n'était réellement le cas. Je croyais que davantage de gens avaient des économies que ce n'était réellement le cas. Je croyais que davantage de gens pourraient choisir le moment de leur retraite que ce n'est vraiment possible. Je croyais que la sécurité sociale suffirait à plus de gens qu'elle ne le fait réellement. Je me trompais sur tout cela. Et j'avais besoin de le dire clairement, parce que faire semblant n'aide personne. Je ne suis pas en train de dire que tous les boomers sont condamnés. Je ne suis pas en train de dire que toutes les histoires finissent mal. Je suis moi-même la preuve que des choix prudents peuvent encore construire de la sécurité avec le temps. Mais je suis aussi en train de dire que des millions de personnes avancent vers la vieillesse avec moins de protection qu'elles ne le pensent, et que beaucoup ont trop honte pour l'admettre. Je comprends cette honte. Je comprends le silence. Je comprends le besoin de faire bonne figure. Mais le silence ne paiera pas une facture. La fierté n'arrêtera pas une hausse de loyer. L'espoir vide ne remplacera pas une pension qui n'a jamais existé. C'est pour cela que j'ai voulu vous le dire moi-même, calmement, directement. Je voulais le dire d'une voix posée parce que la panique n'aide pas. Je voulais le dire d'une manière humaine parce que les statistiques sont des personnes réelles, avec de vraies cuisines, de vraies armoires à pharmacie, de vrais retards de paiement et de vraies peurs. Je voulais le dire pendant qu'il est encore temps pour quelqu'un qui m'écoute de faire un meilleur choix, puis un autre, puis un autre. Si mes mots semblent personnels, c'est parce qu'ils le sont. J'ai vu cela de près, et je ne veux pas que nous détournions le regard. Je veux que nous parlions honnêtement de l'épargne, des pensions, de la sécurité sociale, des frais de santé, des fonds d'urgence, du soutien familial, et du risque d'être forcé de quitter le travail avant d'être prêt. Je veux que nous arrêtions de traiter la retraite comme une fin heureuse automatique, simplement parce que le calendrier dit que le moment est venu. Et avant de partir, je veux vous demander quelque chose de simple. Si ce que j'ai dit vous a touché, j'aimerais que vous restiez avec moi. J'aimerais que vous likiez cette vidéo, que vous vous abonniez, et que vous me laissiez un commentaire pour me dire ce qui vous inquiète le plus dans la retraite. Je lis ces commentaires parce que je veux que ce soit une vraie conversation, pas seulement un discours. Je sais que beaucoup de gens ont honte de parler d'argent, surtout en vieillissant. Mais je crois que l'honnêteté aide plus que le silence. Je crois aussi que l'étape suivante compte. Ici, j'ai parlé du danger qui menace les boomers, mais je veux aussi parler du revenu réel des retraités dans la vie quotidienne, parce que c'est là que la planification devient concrète. Alors si vous voulez continuer avec moi, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo. Je pense qu'elle vous aidera à mettre tous ces chiffres dans des mots simples. Et si vous avez peur, écoutez-moi bien. Je préfère affronter la vérité avec vous que vous laisser seul avec un faux sentiment de sécurité. C'est pour cela que je suis ici. C'est pour cela que je parle aujourd'hui.